Salut à vous les amis, j'espère que ça va bien de votre côté. Moi, je suis en forme. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on n'a pas l'occasion de parler tous les jours. On va parler des colonies françaises, bien évidemment. On commence ici chez Atlas à être un spécialiste. On a parlé du Québec, de la Louisiane, des territoires antarctiques français, et également la mission qui a visé à récupérer le sud du Brésil. Je vous invite à retrouver ces vidéos dans les playlists. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez emblématique, à savoir l'histoire des Indes françaises. On va voir ici les faits, les causes et les facteurs essentiels qui ont amené l'avènement de ce qu'on appelle les Indes orientales françaises, ainsi que l'établissement des comptoirs de commerce. Allez, on y va. Donc, en ce qui concerne les Indes, la France est la dernière grande puissance maritime européenne du XVIIe siècle à se doter d'une compagnie des Indes orientales. Bien avant, il y a eu donc les Indes néerlandaises, les Indes anglaises aussi. Ces compagnies ayant donc pour but de développer un commerce avec l'Orient. Les Anglais et les Néerlandais, on peut le dire, ils étaient en avance dans le game. Ils ont créé leur propre compagnie en 1600 pour les Anglais et 1602 pour les Néerlandais. Il faudra attendre près de 60 ans, 60 ans après, 60 ans de retard, donc vous vous doutez bien qui a pris de l'avance, pour voir émerger la Compagnie française des Indes orientales. En 1626, il y avait Richelieu qui avait tenté de constituer de grandes compagnies, destinées à commercer avec les autres continents. Sous son impulsion, il y a eu quelques initiatives qui voient le jour, notamment pour le commerce avec l'Afrique et l'Amérique. Mais face à la vive résistance des négociants des ports français, son projet donc concernant l'Orient échoue. C'est finalement Colbert qui en 1664 impose par autorité royale la création de la Compagnie française des Indes orientales. Il était temps, avec pour objectif de procurer au royaume les avantages du commerce des Indes et empêcher les Anglais et les Hollandais d'en tirer seul profit. Vous vous doutez bien, vous arrivez par exemple avec des épices que vous ne retrouvez pas du tout en Europe qui viennent d'un autre continent, eh bien les profits étaient pour les Anglais et les Français, ce qui enrichissait les couronnes britanniques et néerlandaises au dépit des Français. Le roi lui-même, qui est le premier actionnaire, nomme tous les directeurs, les assemblées et les activités de la compagnie sont ainsi étroitement surveillées et contrôlées par l'État. On se retrouve 3 ans plus tard, en 1667. La Compagnie française des Indes orientales lance une expédition dirigée par François Caron. Le CUM, on va dire les choses comme ça, est en featuring avec l'arménien persan Markara Avanchis. Il est assisté par cet homme-là. Cette mission atteint Surat en 1668, où elle établit la première factorerie française en Inde. 2 ans plus tard, en 1669, Markara parvint à fonder une seconde factory à Masulipatam. Les chauffelins arméniens installés à Marseille introduisent alors en France la technique des indiennes de Masupilapam et participent activement à la diffusion de ces cantonades colorées en Europe, en la transmettant notamment aux maîtres quartiers marseillais. 3 ans après encore, en 1672, les Français de l'escadre de Perse, sous le commandement de Jacob Blanquet de la Haye, s'emparent de Saint-Thomas, donc actuel Saint-Thomé à Madras, mais sont rapidement repoussés par les Néerlandais. Ils ne sont pas amis. En 1692, Chandernagor est fondé avec l'accord de Shaitan Khan, gouverneur moghol du Bengale. Les Moghols sont partout. En 1673, les Français acquirent la zone de Pondichéry, Pondichéry est assez connu, auprès du Sher Khan Lodi, Shiram Lodi, le gouverneur local sous l'autorité du sultan de Bijapur. Toutefois, vers 1720, la compagnie perd ses établissements de Surat, Masulipatam et Bantam qui passent aux mains des Britanniques. La concurrence est très très rude. Le 4 février de la même année, Bélanger de l'Espinay, officier de l'escadre française de Perse, s'installe dans l'ancienne loge danoise de Pondichéry, marquant le début de la présence française dans cette ville. L'année suivante, François Martin, premier gouverneur de Pondichéry, amorce la transformation du village de pêcheurs en un véritable port marchand. Durant cette période, les Français doivent faire face à des rivalités constantes
avec les Britanniques et les Néerlandais. En 1693, ces derniers s'emparent de Pondichéry, mais la ville est rendue en 1699 par le traité de Ruissy. Alors, pourquoi on établit donc des comptoirs tout le long des côtes indiennes C'est pour l'ambition exclusive de faire du commerce avec les Indiens. C'est dans ce contexte que la Compagnie française des Indes orientales acquiert pacifiquement les comptoirs de Yanaon, Mahé et Karikal, et ce donc au courant du XVIIIe siècle. À partir de 1741, les enjeux commerciaux entre puissances européennes cèdent peu à peu la place à des ambitions territoriales et politiques en Inde. La Compagnie française des Indes orientales, sous l'impulsion de gouverneurs ambitieux comme Joseph-François Dupleix, entame une politique d'expansion visant à établir une véritable domination française dans la région. Dupleix cherche à tirer parti de l'affaiblissement de l'empire moghol et des luttes entre souverains locaux pour étendre l'influence française par des alliances stratégiques et des soutiens militaires. Cette période marque un tournant. La compagnie n'agit plus comme un acteur commercial, mais également comme une force politique majeure. Alors lui, c'est un sacré personnage. Laissez-moi vous en parler 5 petites minutes. On est à la date fatidique de 1742. Dupleix est nommé gouverneur de Pondichéry et commandant général des établissements français en Inde. Son mariage avec une indienne d'origine portugaise de Goa, ainsi que des circonstances politiques locales, va le pousser à nouer des alliances avec les princes indigènes. Il connaît le terrain, on peut dire les choses ainsi. Pour asseoir son influence, il adopte un mode de vie inspiré des traditions orientales, tant dans son apparence que dans l'organisation de sa cour. Cette ostentation attire rapidement la méfiance des Britanniques, qui voient une menace directe à leur ambition en Inde. Les Britanniques, qui sont des germaniques, n'ont pas trop l'habitude de se mélanger avec les autochtones. C'est plus latin, ça. Toutefois, leur inquiétude est en partie apaisée par la rivalité grandissante entre Dupleix et Labourdonnais, gouverneur de Macassagne, une opposition qui affaiblit la cohésion française. En 1746, après avoir repoussé l'escadre britannique de Peyton, la Bourdonnais débarque sur la côte de Coromandel et s'empare de Madras, levant ainsi la menace qui pesait sur Pondichéry. Cependant, un profond désaccord éclate entre lui et Dupleix concernant le devenir des Madras. La Bourdonnais, homme de mer pragmatique, propose de restituer la ville comme rançon, tandis que Dupleix, animé par une ambition politique beaucoup plus large, il veut un empire, l'empire indien, refuse toute négociation et ordonne la destruction de la ville. Offensée, la Bourdonnais quitte l'Inde pour rejoindre les Macaraignes, laissant Dupleix sans appui naval, ce qui compromet les chances françaises de dominer totalement la région. Il poursuit quand même ses efforts, il lâche pas prise. Dupleix lance en 1747 une attaque contre Fort Saint-David, mais son armée est arrêtée par les troupes de Nawab Darko, alliés des Britanniques. Toutefois, Dupleix parvient à vaincre ce dernier et tente à nouveau sans succès de prendre le fort. Une tentative d'assaut nocturne sur Gondelour échoue également, causant de lourdes pertes. Malgré tout, Dupleix fait preuve de courage en défendant héroïquement Pondichéry pendant 42 jours contre les assauts conjoints de la flotte et de l'armée britannique. Il y a un siège qui dure, et quand je parle de siège, je ne parle pas de fauteuil, bien évidemment, c'est le siège d'une ville, bien évidemment, et ce siège est levé en 1748 suite à l'annonce de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle qui rétablit la paix entre la France et l'Angleterre. Vous inquiétez pas, ils vont se chamailler une nouvelle fois. C'est comme hommes et femmes qui sont en couple depuis 60 ans, ils peuvent pas se voir mais ils restent ensemble à se faire la guerre. Après ce répit, Dupleix se consacre à une ambitieuse stratégie politique visant à asseoir la domination française sur le sud de l'Inde. Il apporte un soutien militaire décisif à Muzaffar Singh, prétendant au trône du Carnatic du Décan, puis après sa mort, à son successeur Salah Bey Singh, proposé par l'officier français Bussy. Sous cette direction, il y a plusieurs forteresses stratégiques, dont Jinji en 1750, qui tombent aux mains des Français. Ces succès suscitent l'inquiétude des Britanniques, qui soutiennent les factions rivales. Consolidant son pouvoir, Dupleix obtient d'un prince indien qu'il a placé sur le trône de Décan la cession d'une vaste territoire s'étendant du fleuve Krisha au cap Comorin, et il reçoit en retour le titre de Nabab.
rien que ça. Fort de cette ascension, il multiplie les expéditions militaires aux côtés de ses officiers, notamment Bussy. Toutefois, la Compagnie française des Indes, mal préparée aux réalités complexes de l'Inde, peine à soutenir ses ambitions. Dupleix, devenu une figure redoutée par la Compagnie anglaise des Indes, est finalement victime d'intrigues qui mèneront à son rappel en France, orchestré par ses rivaux au bout de 2 années de pression continue. Ah, ils sont sur le mec, ils le lâchent pas. Alors, je me permets de stopper rapidement l'avancée des événements pour revenir aux bases. Revenir à un socle solide qui va permettre de comprendre la suite des événements. Le commerce enrichit les nations. Les nations, donc à travers des compagnies, donc à travers des grands groupes privés, vont collaborer main dans la main afin de faire fleurir les commerces internationaux, imprégnant les sociétés européennes d'épices, de soie, de valeurs rarissimes qui ne se trouvent nulle part en Europe mais à l'autre bout de la planète. Et donc établir des monopoles va être le but des Néerlandais, des Anglais, des Français, Espagnols, Portugais, afin d'enrichir et les compagnies commerciales et la couronne qui va en tirer profit, tout simplement. Donc il est crucial pour toute nation d'avoir une compagnie étrangère, internationale, qui amène des épices sur le territoire et qui vont être vendues dans toute l'Europe. C'est le pourquoi du comment des guerres internationales entre nations pour avoir le monopole de ces routes commerciales maritimes. Dans le cas français, donc, on se retrouve au début du XVIIIe siècle où Pondichéry connaît une transformation remarquable. On se retrouve donc sous l'impulsion de gouverneurs qui sont dynamiques, qui sont motivés, travailleurs comme Pierre-Christophe Lenoir entre 1726 et 1735, Pierre-Benoît Dumas 1735-1741. La ville de Pondichéry est totalement réaménagée. Ils adoptent un plan damier inspiré des modèles urbains européens qui structure l'espace dans les rues droites et perpendiculaires, un petit peu ce que vous retrouvez donc dans les villes à l'américaine ou aux Champs-Élysées aujourd'hui. Cette organisation facilite non seulement la circulation et le commerce, mais renforce également le contrôle administratif français sur la population locale. L'essor démographique est rapide, attirant commerçants, artisans, travailleurs de toutes les régions, transformant Pondichéry en un centre urbain dynamique et prospère. C'est pour ça que Pondichéry est reconnu parmi les villes qui se font remarquer donc, à travers la France. Parallèlement à cet essor urbain, l'influence française s'étend bien au-delà de la ville. À la cour du Nawab du Bengale, les agents français multiplient les alliances diplomatiques et commerciales. Grâce à leur habileté, ils obtiennent des privilèges et des concessions qui leur permettent d'augmenter considérablement leur volume d'échanges dans cette région stratégique, riche en ressources telles que le riz, les soies, les épices et le coton. C'est à la mode en Europe, je vous le dis, ça se vend à des prix d'or. Ce succès économique contribue à renforcer la position de la Compagnie des Indes françaises, née orientale, face à la concurrence acharnée de ses rivales, notamment la Compagnie britannique des Indes orientales. Où il y a un anglais, où il y a un français, les deux sont colocataires, mais les deux se détestent. C'est un petit peu comme mon voisin du 2e étage, on peut pas se voir. Non, c'est une blague. C'est autour de 1740 que commence véritablement l'expansion territoriale française en Inde, sous l'impulsion du gouverneur Joseph François Dupleix, dont je vous ai parlé. Cette phase de conquête et d'influence va durer jusqu'en 1754. Dupleix comprend mieux que ses prédécesseurs les subtilités politiques indiennes, s'appuie sur les querelles entre princes locaux. Il est un habile stratège, cela lui permet donc de s'allier avec les princes, cela permet d'étendre l'influence française en Inde. Plutôt que d'imposer brutalement son pouvoir, il choisit d'agir par alliance et par soutien militaire à des souverains en quête de légitimité. Cette stratégie subtile, combinant diplomatie et intervention armée, permet aux Français de contrôler indirectement de vastes territoires sans devoir gouverner directement chaque région. Entre 47 et 53, ces succès sont totalement spectaculaires. Une grande partie de la péninsule indienne au sud de la plaine indo-gangetine tombe sous l'influence française. Les alliances nouées permettent aux Français d'étendre leurs autorités sur des régions entières par l'intermédiaire de nabas, de sultans redevables de leur trône à l'aide militaire française.
À son apogée, l'empire informel, constitué par duplex, représente une superficie à 2 fois celle de la France métropolitaine, abritant une population d'environ 30 millions d'habitants. Cette domination indirecte place la France en position de force face aux Britanniques, qui, alarmés, renforcent à leur tour leur présence militaire en Inde. Toutefois, cette réussite est fragile. L'expansion française repose sur un équilibre précaire d'alliances locales, de promesses financières, d'interventions militaires coûteuses. La Compagnie française des Indes orientales, guidée davantage par des considérations commerciales que par des ambitions territoriales, voit d'un mauvais œil l'implication croissante de Duplex dans les affaires politiques indiennes. De plus, les rivalités internes à la cour de Versailles et les pressions exercées par la Compagnie anglaise des Indes orientales mènent finalement au rappel de Duplex en 1754. Cet événement marque le début du recul progressif de l'influence française en Inde. Malgré son départ, il laisse un héritage durable. Il est le premier Européen à avoir conçu un véritable projet de domination politique en Inde, au-delà du simple commerce. Son action ouvre la voie à une lutte franco-britannique acharnée pour le contrôle du sous-continent, qui, on va le développer par la suite. Tout ceci reste un symbole de cette ambition, même si les Français, faute de moyens et de soutien, ne parviendront jamais à concrétiser totalement cette vision impériale. Alors, pour vous dire, beaucoup, comme je vous l'ai dit au début, on pense à une structuration développée de compagnies, notamment au Québec ou en Louisiane, mais la structuration politique des Indes françaises va être tout aussi développée que les autres colonies. Donc au fil de la colonisation française de l'Inde, il y a un droit colonial spécifique qui se développe à Pondichéry. Il y a notamment 2 institutions judiciaires principales qui voient le jour, la Chaudhrie, compétente pour les affaires civiles et commerciales, et le Conseil supérieur qui traite des questions criminelles et des appels. Les autorités françaises s'attachent à introduire leur propre système judiciaire tout en tenant compte des spécificités locales, ce qui permet donc un haut développement politique et judiciaire. Pour former des cadres indigènes et européens, cette administration du droit, il y a une école de droit qui est également fondée à Pondichéry. Donc, on le voit, les établissements locaux et les hauts politiques français tiennent le projet à cœur. Ils ont pour objectif de rester. La gestion des établissements coloniaux, en particulier leur défense et leur maintien de l'ordre, repose d'abord sur une force locale de miliciens indiens, donc on les appelle les Sipahis. Ce corps militaire inspiré des traditions locales et encadré par des officiers français est dissous en 1907. Il est remplacé par une gendarmerie locale qui deviendra par la suite les forces publiques de l'Inde, composée à la fois de gendarmes auxiliaires indigènes et d'une compagnie de Sipahis. Les membres de cette force sont décorés de la médaille d'honneur des forces publiques de l'Inde en reconnaissant leur service. Sur la partie économique, la Compagnie française des Indes joue un rôle central. Dès la fin du XVIIe siècle, elle souhaite battre monnaie pour faciliter le commerce. Elle s'inspire des systèmes monétaires locaux, elle obtient finalement ce droit dans les années 1700, notamment grâce aux négociations entre François Martin, le premier gouverneur de Pondichéry, et Zulifar Khan, grand dignitaire moghol. Les premières monnaies frappées sont des fanons en argent et cuivre, mais rapidement des problèmes d'imitation apparaissent. Donc, on enlève tout. L'atelier monétaire de Pondichéry frappe aussi des pagodes en or, des roupies en argent et des doudous en cache en cuivre. La valeur de ces pièces fluctue fortement selon les régions et les époques. Des sarafs ou changeurs locaux assurent alors les échanges sous le règne de l'empereur Muhammad Shah en 1736. La frappe est relancée de manière plus régulière sous l'impulsion du gouverneur Pierre-Benoît Dumas. Les pièces arborent des symboles variés, divinités hindoues, des croissants, des inscriptions en arabe, des fleurs de lys ou encore des couronnes françaises. Un sacré mélange en fait. Après la dissolution de la Compagnie française des Indes en 1793, l'administration coloniale reprend directement la gestion monétaire. À partir de 1815, il y a une réforme monétaire qui est engagée. Le roupie français est désormais aligné sur le roupie indien et britannique, facilitant ainsi les transactions dans un contexte de forte concurrence coloniale. La Banque de l'Indochine, installée à Pondichéry, émet à partir de 1923 des billets libellés en français, anglais et tamoul, témoignant du mélange de ces comptoirs coloniaux. Ainsi, entre institutions judiciaires, forces de police locales et système monétaire hybride, l'Inde française développe un modèle original de gouvernance coloniale
à la croisée des influences européennes et asiatiques. Tenez, j'en profite que vous soyez toujours là, hein. Je vais vous présenter là un billet de 1 roupie de la Banque de l'Indochine, bureau de Pondichéry, avec mention en français et en anglais. Ici, vous avez donc le même billet au revers avec des mentions en tamoul. Voilà un petit peu. Ici, je vous présente un billet de 5 $ ou 5 piastres indochinois. Donc, vous comprenez bien, cette banque avait lieu sur les lieux donc, du territoire indien et de l'océan Indien, ainsi que toutes les colonies qui contribuaient à l'effort de la France. Bon, on le voit, hein, jusque-là, tout fonctionne plutôt bien hein, pour les Français, pour la Compagnie des Indes françaises sur les territoires de l'Inde, hein, notamment avec leurs 5 comptoirs. Donc, pour rappel, donc on a Pondichéry, hein, qui va être le chef-lieu. On retrouve également Chandernagore, Karikal, Mahé et Yanao. Bon, tout ceci se passait plutôt bien, même très bien, hein, jusqu'à une guerre qui va mettre totalement en PLS la France, hein, au niveau international. Donc, la France et l'Angleterre, on peut dire, hein, si je peux comparer, c'est un peu comme moi et mon petit frère, hein, on se bataille tout le temps, hein, c'est la guerre tout le temps, donc c'est pour une lutte mondiale pour la bienveillance de nos parents. Non, bien sûr, c'est une blague. Mais les deux, la France et l'Angleterre, sont engagés donc, dans une lutte mondiale pour la domination coloniale. En Amérique du Nord, aux Antilles, en Afrique et en Inde. Hein, l'Inde ne fait pas exception. En Inde, donc les deux puissances agissent à travers leur compagnie des Indes commerciales. Avant 1756, donc les deux, comme je vous l'ai dit, c'était déjà crippé de chignon. Hein. Mais nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la guerre de 7 ans. Et l'Inde, donc, dans cette guerre de 7 ans. Donc, elle éclate en Europe en 1756, mais très vite, elle s'étend à l'Inde. Les Britanniques prennent l'avantage en 1757, avec la bataille de Plassey, qui se déroule le 23 juin 1757, où on retrouve une victoire décisive de Robert Clive contre le Nawab du Bengale, allié des Français. Grâce à Plassey, les Britanniques s'assurent une énorme richesse et un appui territorial stratégique au Bengale. Face à cela, la France tente de redresser tant bien que mal la situation. Elle envoie des renforts en 1758 avec Thomas Arthur de Lally Tollendal, nommé gouverneur général des établissements français en Inde. Il y a également donc cette arrivée donc Tollendal et une tentative de reconquête. Donc ces missions, c'est quoi? Restaurer la puissance française en Inde, premièrement. Ensuite, défendre les comptoirs existants, Pondichéry, Karikal, Chandernagore, Mahé, Yanao. Alors pour finir, reprendre les places fortes, tomber aux mains des Britanniques, rien que ça. Déjà, il fait le boulot le gars, hein. Il reprend Fort Saint-David en juillet 1758, c'est une victoire importante. Il assiège Madras, donc la capitale britannique de la côte de Coromandel, en 1758-1759, mais il n'a pas de succès. Il y a, on peut le dire, hein, ces obstacles, c'est un manque cruel de soutien naval. La flotte française est bloquée par les Britanniques, les as de la mer. Il n'y a pas assez d'argent pour payer les troupes et ravitailler les comptoirs. Et la lice aliène les colons français par son caractère autoritaire et méprisant. Bon, il n'a pas que des qualités, le gars. La situation hein, s'aggrave de plus en plus. Donc on est en 1760, les Britanniques sous le commandement de Sir Highcote progressent rapidement sur la côte. Lally se replie sur Pondichéry, dernier bastion français important. Il y a un siège qui commence, donc en septembre 1760. La ville est totalement encerclée, privée de vivres et de renforts navals. Les civils et les soldats français souffrent de famine, de maladies et du découragement. Après 5 mois de résistance héroïque, on peut le dire, hein, à la manière un peu de Dien Bien Phu, Pondichéry capitule le 16 janvier 1761. Les conséquences sont immenses, donc la perte de Pondichéry met fin à toute présence militaire française significative en Inde. Et tout ceci se termine, donc malheureusement pour les Français, en traité de Paris en 1763, avec une confirmation de défaite. La France récupère quand même ses 5 comptoirs, hein, ça c'est intéressant à savoir. Pondichéry, donc comme je vous l'ai dit, Chandernagore, Karikal, Mahé et Yanao, mais il y a une interdiction formelle d'y bâtir des fortifications ou de constituer une armée. Il y a une perte définitive de toute influence politique en Inde, la France n'est plus qu'un acteur commercial qui est marginal. Les Britanniques deviennent la puissance dominante en Inde, la compagnie française est reléguée à un rôle symbolique. Économiquement, la France perd des marchés lucratifs du textile indien, donc de calicot et soie et des épices. Militairement, l'expérience acquise par Clive en Inde va contribuer au développement de l'Empire britannique.
l'Inde est progressivement unifiée sous la domination britannique au XIXe siècle, ce qui se transforme en Raj britannique. Bon, voilà un petit peu ce qui s'est passé, donc c'est un vrai désastre. Donc la guerre de 7 ans en Inde représente un tournant historique majeur pour la France, marquant la fin de ses ambitions coloniales sur le sous-continent indien. En dépit des efforts courageux menés par Thomas Arthur de Lally Tollendal et de quelques victoires tactiques, la supériorité logistique, navale et financière britannique a rapidement écrasé les espoirs français. La chute de Pondichéry en 1761 scelle symboliquement la disparition d'une présence française politique forte en Inde. Le traité de Paris ne fait qu'entériner cet état de fait. La France est humiliée, ne conserve que quelques comptoirs commerciaux, dépourvus de poids militaire ou territorial, vivant à la merci donc de la toute-puissante Compagnie des Indes britanniques. La Compagnie des Indes françaises, elle, est totalement fragilisée par ses défaites et privée de ses anciens privilèges. Elle entre alors dans une longue agonie. Il y a une suppression de son monopole en 1769, et une brève tentative de renaissance en 85, puis une dissolution définitive en 1793 sous la pression des bouleversements révolutionnaires. Ainsi, le rêve colonial français en Inde s'effondre définitivement, abandonnant à l'Angleterre le chemin vers l'édification du futur empire britannique des Indes. Au-delà de cette défaite, annonce un redéploiement de la politique coloniale française. Il y a moins d'Inde, mais plus d'efforts en Afrique et en Asie du Sud-Est au XIXe siècle. La guerre de 7 ans révèle que la maîtrise des mers sera désormais le facteur décisif de la puissance coloniale, une leçon que les grandes puissances du siècle suivant n'oublieront jamais. Bon, si vous voulez la suite, parce que bien évidemment il y a une suite, c'est très intéressant, on like à fond, on commente à fond, on partage à fond s'il vous plaît, on fait un don, ça coûte pas grand chose s'il vous plaît, et ça me ferait plaisir. Vous pouvez aussi enregistrer la vidéo sur votre compte YouTube, laisser un petit don, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.